vous nous avez aussi enseigné, il fut un temps, j'adorais ça d'ailleurs, l'escrima, le Kali escrima. Vous êtes allé assez loin à ce niveau-là également. Et j'avoue que moi j'ai toujours adoré ça, non seulement pour son aspect efficace, évidemment c'est un art qui est réputé pour son efficacité, mais aussi je trouvais ça magnifique en fait, la façon dont vous le faisiez, la façon dont vous l'avez enseigné, en tout cas je trouve ça beau, c'est très esthétique et ça n'enlève pas l'efficacité. Et donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de toute votre période escrima et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a apporté à votre pratique? Alors, parler de moi, c'est pas très intéressant. Maintenant, ce sera que ma vision de la chose. Mais le premier point pour moi, c'est, je pense qu'il faut arrêter de parler d'art efficace. Je sais pas ce que c'est vraiment l'efficacité. J'ai vu des gens qui étaient des karatékas de haut niveau, très efficaces. Et des gens de pratiquer des arts redoutables, ne pas l'être. Donc c'est tout dépend des situations. Le ring, c'est pas la rue. C'est pas faut pas tout mélanger, tout confondre. Je crois qu'il y a des gens qui, à un moment donné, à un instant donné, sont capables de protéger leur vie efficacement, avec même parfois sans technique particulière. Et donc l'efficacité dépend de nombreux paramètres. Et le fait d'être fatigué ou malade ou surpris il peut changer considérablement les choses. Et donc ça, c'est le premier point. Donc ce qui est vraiment intéressant dans les arts philippins, je pense que c'est ce qui a amené beaucoup en Occident, c'est la conception géométrique, mathématique, synthétique en fait, en flow du travail. Et je crois que c'est vraiment l'apport central de quel que soit le style, ce fait de travailler en boucle dans des flows et puis de rentrer par des portes dans des systèmes d'angulation spécifiques. Mais bon, il ne faut pas oublier que ces systèmes-là sont hérités de nos traditions d'escrime occidentales. Et donc, du fait de la présence espagnole pendant 400 ans aux Philippines. Et donc, il y a eu vraiment des rencontres entre les styles de Spada y Daga spécifiques espagnols et puis les arts existants sur place. Et donc, c'est pour ça que ça ne nous est pas étranger vraiment. Donc, moi je pense que l'influence la plus importante a été le travail en flow et le travail sectorisé avec ces notions de porte et de possibilité de rentrer et de sortir tout en restant dans le flow. Ça, je pense que c'est un apport vraiment hyper important des arts philippins. Et, le deuxième point, le deuxième grand apport, c'est de rappeler aux gens que le travail à main nue découle du travail armé. Et ça, les gens l'ont découvert, voire redécouvert, parce que c'était vrai dans la plupart des arts martiaux en général, c'est que les gens allaient au champ de bataille armés, et c'est quand ils se retrouvaient désarmés qu'ils utilisaient les mêmes principes à main nue. Donc on a ça dans le Shingi, par exemple, avec la lance à crochet, dans les arts japonais, avec l'aïkido et le sabre. Donc c'est vrai dans de nombreux arts martiaux traditionnels, anciens. On partait vraiment du travail avec armes, des armes longues, puis des armes moyennes, puis des armes courtes, et puis après à main nue. Et donc ça, les arts martiaux philippins ont rappelé ça, et ou l'ont amené à certains qui avaient oublié ça, ont permis de redécouvrir ça dans la pratique. Donc je pense qu'il séduit par sa rondeur, par son côté, le fait de travailler en flow de façon souple, un peu comme le sparring aussi, hein, dans la boxe. Ce travail libre, relâché, fluide, amène un certain esthétisme. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand on met les casques après et qu'on passe au combat,
on ne retrouve pas du tout le même esthétisme. Et c'est aussi le danger quelque part, à mon sens, c'est de croire que ce qu'on fait en boucle, en flow, est la réalité du combat. Et il y a vraiment 3 distances. Il y a la distance hors portée, on va dire. Il y a la distance de rentrer dans la garde et la distance du corps à corps. Tous les arts ont défini à peu près ces trois distances, avec le fait de pouvoir rentrer et sortir de cette distance. Et certaines pratiques ont développé le travail sur une distance particulière. C'est le cas du Chisao, du Twishu, où on travaille dans une distance particulière, mais on oublie que c'est juste pour développer la sensibilité tactile et la capacité à rentrer dans des trous qu'on fait ou sortir. Mais on n'étudie qu'une partie. Si on sort le pranayama la technique respiratoire du Hatha Yoga, c'est plus du pranayama. Certains l'utilisent pour l'apnée, par exemple, comme Jacques Mayol l'a pu le faire. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça du pranayama quand c'est sorti du Hatha Yoga? Non, en fait, les choses fonctionnent dans un système. Et c'est vrai dans le système. Oui. Maintenant, si on le sort, il faut dire qu'on fait autre chose, en fait. Et donc, on ne peut pas dire, en tout cas, que le point relatif est l'absolu. Et c'est souvent une méprise comme la notion de vacuité dans le bouddhisme, qui est souvent prise comme une absolue en soi, alors que la philosophie de Nagarjuna était un médicament qu'il fallait prendre pour se libérer des conceptions et des attachements, des concepts erronés, et donc des vues fausses. Donc la notion de vacuité était là comme un médicament, mais si le médicament peut devenir un poison si vous l'utilisez mal. Voilà. Donc il ne faut pas penser que le combat, pour revenir à ce qu'on disait, avec les flous qu'on fait, représente le combat. Il suffit de mettre un vrai bâton et très peu de protection pour voir que en fait ça ne ressemble pas du tout. Pas du tout à ce qu'on fait. Et très souvent on voit beaucoup d'attaques, mais le système défensif très rapide, avec tous les désarmements et tout ça, on en voit très peu. Donc je pense que comme beaucoup d'arts martiaux, au bout d'un moment, on développe des systèmes qui sont des moyens de développer les habiletés techniques et tout ça, mais qui sont très loin en fait de la vérité d'un combat réel. Oui, je me rappelle de ces sessions d'assaut là qu'on faisait avec vous et entre élèves, où on avait peu de protection, on avait juste le casque. Juste le casque et le bâton, un vrai bâton, pas un bâton en mousse. Et c'était épique. Quand on voit les compétitions avec des bâtons en mousse et des armures, ça n'a aucun sens. C'est que trop protégé, comme dans la boxe, quoi. Trop protégé, on sent plus rien et du coup on se permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas ces protections. Donc les protections peuvent être parfois nécessaires, mais elles peuvent aussi nuire à l'idée, en fait, à la réalité du combat. Donc il faut pouvoir s'entraîner sans protection. Alors on me dit, ah oui, c'est douloureux. Ah oui, mais en même temps, on apprend à protéger sa vie, quoi. Donc ça suppose ça, sinon faut faire autre chose. Et alors, moi je me rappelle bien de ces moments-là parce que bon, c'était les moments, on va dire, bon, on avait des bleus, on avait des bosses, mais il y a des choses dont je me souviens bien, c'est quand c'était un peu intensif comme ça, c'était l'état d'esprit. Alors, travailler sous intensité, c'est vraiment important. Il y a deux choses, il y a la notion de cadre dans lequel on va travailler et la notion d'intensité. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, c'est pour ça que les écoles d'arts martiaux étaient aussi spécialisées dans les écoles de soins. Et toutes les grandes écoles d'arts martiaux avaient une pièce, les dojos, réservée aux soins, et les maîtres de lieu étaient aussi médecins traditionnels souvent. Les gens allaient plus très souvent dans les écoles d'arts martiaux pour se faire remettre en place. Il y a un beau film Barberousse qui parle un peu de ça de Kurosawa, je crois. Et donc les maîtres d'arts martiaux sont experts dans des Chinashu. Chinashu, vous avez 5 catégories. Dans les 5 catégories, une des catégories, c'est Tsurubu. Tsurubu, c'est donc disloqué. Mais il faut savoir Jumbu, reloquer. Il faut savoir, si on sait des maîtres, il faut remettre. Et donc, autrefois, quand je faisais du judo, en fait, on ne pouvait pas être Shodan, débutant, premier niveau, Shodan.
sans connaître les Kwasu et les Seifuku, c'est-à-dire les remises en place et les techniques de réanimation. Et donc aujourd'hui, aucun ceinture noire connaît ça. Oui. En fait. Ça a disparu des programmes d'enseignants, alors qu'on ne peut pas tenir un cours où il y a des luxations d'épaule qui arrivent souvent au judo. Hein. Donc des coups aux testicules, au Chimata, très souvent. Voilà. Donc il fallait pouvoir porter secours, et il y avait des méthodes traditionnelles pour ça. Et ça s'est vraiment perdu. La formation des enseignants a vraiment pris du plomb dans l'aile. Oui. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est l'intensité. Et il y a une nécessité vraiment de travailler dans des cadres larges, plus ou moins larges ou restreints, suivant des thèmes qu'on définit, avec des types d'armes qu'on définit, par exemple, et avec plus ou moins d'intensité. Et donc, mais on voit bien que quand on prend un bon coup de bâton sur les doigts, on ne tient pas son bâton longtemps. Hein. Et donc, ça change toute la physionomie du combat. Donc, on n'est pas pareil avec un casque et sans casque. Ok, tout ça, il faut en tenir compte, en fait. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était le fait d'amener à un assez haut niveau d'intensité dans la rencontre. En fait, ça me mettait dans un état où j'étais plus en train de cogiter, de penser, et à la fin je me disais, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un moment un peu comme à part, comme en dehors du temps presque, et c'était un moment où, même s'il y avait entre guillemets un certain danger, même s'il était limité, j'avais l'impression que l'état d'esprit était vraiment intéressant. Alors, il y a deux choses dans le travail avec intensité. Le premier, c'est celui-là, c'est le fait d'être focus, vraiment sur. Il faut mobiliser toutes ses capacités, toute son attention sur ce qui se passe. Mais en même temps, c'est aussi ce qui peut amener l'effet tunnel et l'enfermement, et parce que sous l'effet du stress, le champ se réduit, et donc tu es très concentré sur la personne devant toi, mais tu ne vois plus celle qui est derrière toi. Et c'est souvent celle-là qui va te blesser. Et donc c'est là où les arts martiaux sont intéressants, c'est qu'il faut pouvoir travailler avec plusieurs partenaires dans des échanges plus ou moins ouverts, fluides, sous intensité, avec des, comme on dit en mathématiques, des équations à variables multiples, en fait. Et donc, après, ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais dès qu'on travaille à 1 contre 2 ou 1 contre 3, c'est plus la même chose, en fait. Hein. On ne peut plus rentrer dans des joutes longtemps avec un partenaire en restant sur 3 à 4 mouvements. C'est plus possible, ça. Donc, il faut très rapidement pouvoir, en une technique, soit se défendre, soit attaquer, et tout en conservant une attention ouverte. Et ça, c'est le propre des arts martiaux. C'est de développer des perceptions plus fines de l'espace, du temps, des contacts, du placement, des déplacements, ce qui n'est pas le cas sur un ring où il n'y a pas d'objet, pas de table, pas de chaise, un arbitre, des règles, un temps donné. Voilà. Donc, la pratique martiale elle devrait être pratiquée sous intensité, avec, comme on l'a dit, des cadres plus ou moins ouverts ou fermés. Et on peut, dans ce sens, parler de pratique martiale. Si on ne le pratique pas, et il ne faut pas dire qu'on fait des arts martiaux. Oui. Donc on en revient à ce que tu disais sur le tai chi. Oui. Que la plupart disent oui, on pratique des arts martiaux, même souples, mais tant qu'il n'y a pas ce travail sous intensité qui est fait, on s'éprouve techniquement d'une façon plus ou moins ouverte. On ne peut pas appeler ça un art martial, il faut juste être honnête et cohérent.
tout est bienvenu. En fait, on peut pratiquer le tai chi pour la santé. C'est même très bon pour ça. Mais il ne faut pas dire qu'on a une pratique ou des applications martiales quand on ne les a jamais appliquées soi-même. Oui. Voilà. Oui, parce que pour moi, c'est aussi ce que vous nous avez enseigné. Le tai chi, c'est d'abord un art martial, même s'il peut ouvrir sur bien d'autres choses. C'est la première marche. Voilà. Ouais. Si on dit que c'est un art martial, même si on dit après que la santé est importante aussi pour se défendre, mais la première marche, c'est la porte, c'est l'art martial. Donc c'est par l'art martial qu'on va vers des notions plus fines, qui peuvent être même philosophiques. Mais la philosophie, c'est pas quelque chose d'abstrait en fait. Beaucoup de maîtres d'armes qui ont écrit des traités en Occident ont été éminemment philosophes. Un philosophe, il fait face à la possibilité de mourir. C'est ça, la philosophie, vraiment la sagesse. Elle considère la vie dans sa globalité, mais la vie, elle prend toute son ampleur face à la possibilité de s'interrompre. En fait, elle n'a jamais autant pris de couleur que lorsqu'on risque de la perdre. On commence à s'interroger sur le sens de l'existence, souvent dans les difficultés, face à la souffrance, la maladie, la mort, comme les 4 rencontres du Bouddha. Oui, alors l'image d'Épinal qu'on a un peu des arts martiaux et des maîtres d'arts martiaux, c'est un peu le maître omniscient, rempli de sagesse, et que sa pratique des arts martiaux lui aurait apporté tout ça. Alors c'est vrai que moi ça m'interroge parfois, je me dis mais comment un art guerrier mortel pourrait amener, la pratique d'un art guerrier mortel pourrait amener à une certaine spiritualité, une certaine philosophie. Et quelque part je me dis mais est-ce que c'est pas un peu est-ce que c'est pas bidon finalement tout ça, que la simple pratique d'un art martial puisse amener à s'élever spirituellement ou philosophiquement? Est-ce que c'est pas autre chose? Je ne crois pas que ce soit la pratique de l'art martial qui permet de s'élever. Je pense qu'elle peut être, comme beaucoup d'autres chemins, des moyens de révéler ce qui est dans nous. Et je pense qu'on discute beaucoup parce qu'on n'a pas vécu ce qu'ont vécu les gens qui ont traversé les dernières guerres. Et on a dans la tête plein d'images de films romantiques où les héros sont beaux, font des belles choses. On pense que les soldats qui avaient des armures de 40 kg sur le dos se battaient pendant 2 jours. C'est tout juste impossible. C'était pas du tout ça la réalité du combat. Il suffit de troquer sa petite épée en aluminium avec une épée vraie forgée qui fait tout de suite 1,2 kg, 1,5 kg. Mais on n'a pas du tout les mêmes coupes, les mêmes façons de travailler avec une épée qui fait 1,5 kg qu'avec sa petite épée en aluminium. Quand on voit toutes les formes qui ont été créées de toutes pièces qui ressemblent finalement à rien en fait à l'escrime. On vit dans un monde très virtuel en fait, Oui. y compris dans les arts martiaux.